Vous avez un commentaire de texte à faire, mais vous ne savez pas par où commencer. Je vais vous proposer une méthode complète en 3 étapes. D'abord, je vais vous proposer une grille de lecture pour faire ressortir les indices importants. Ensuite, je vais vous montrer comment relier ces indices à des interprétations. Je vous donnerai ensuite les bonnes pratiques pour la rédaction de votre introduction et enfin, quelques astuces pour bien rédiger le commentaire lui-même. Donc, première partie, les grilles de lecture. Les grilles de lecture. D'abord, une lecture naïve. Avant toute chose, lisez le texte à tête reposée, de façon complètement naïve, pour bien comprendre son sens. Laissez-vous aller au plaisir de lire, aux surprises et aux émotions réservées par le texte. Ensuite, vous allez relire le texte au moins 6 fois avec 6 grilles de lecture différentes que je vais vous donner juste après. Vous allez noter tous les éléments qui ressortent du texte, qui lui donnent du relief. Ce sont de courtes citations qui serviront d'argument. N'hésitez pas à noter les numéros de ligne, ils vous resserviront plus tard. Faites à chaque fois une hypothèse sur ce que ça peut bien vouloir dire. Je vous laisse regarder cet exemple de relevé au brouillon. Vous avez côté gauche à chaque fois le numéro du vers, donc c'est une analyse de À une passante de Baudelaire. Vous avez, là en couleur bleue, mais vous n'êtes pas obligé de mettre des couleurs, les extraits, les citations, donc qui sont tirés du texte, et vous avez sur le côté droit, à chaque fois, un petit commentaire qui est fait sur la citation. Première grille de lecture, la structure du texte. Dans cette première lecture, vous allez être attentif à la manière dont le texte est construit. Combien de paragraphes? Pourquoi cette division en paragraphes? Est-ce qu'on bascule à un moment donné? Quels sont les liens logiques? Entourer et relever automatiquement tous les liens logiques du texte. Repérez si ce sont des liens de cause, de conséquence, d'opposition, etc. Ensuite, donnez un titre à chaque partie pour avoir une vue bien claire et surplombante de votre passage. Prenez en compte les dialogues. Dans une pièce de théâtre, les répliques sont plus ou moins longues. Vous pourrez aussi avoir des moments de narration interrompus par des échanges de paroles ou encore des récits enchâssés, avec un personnage qui raconte l'histoire d'un personnage, qui raconte l'histoire d'un personnage, etc. Tout cela va évidemment structurer votre passage. Posez-vous la question, qui parle et à qui? Est-ce que vous avez un narrateur? Plusieurs narrateurs? Les personnages ont-ils la parole? Deuxième grille de lecture, les personnages et les thèmes, vous allez voir que c'est lié. Regardez d'abord la distribution de la parole. Est-ce qu'un personnage parle plus que les autres? Vous verrez que la parole est répartie en fonction du rôle de chacun. Si vous avez un personnage narrateur, vérifiez tout de suite si vous êtes dans une autobiographie ou des récits enchâssés. Le personnage utilise-t-il la première personne tout au long du texte? Est-il lui-même acteur des événements qu'il raconte? La présence des personnages est indiquée par les noms propres, les prénoms et par les pronoms personnels. En regardant cela, demandez-vous, sont-ils nombreux? Est-ce qu'un nouveau personnage apparaît, disparaît? Les personnages ont tous un rôle à jouer dans l'intrigue, personnage principal, secondaire, héros, opposant, etc. Vous pouvez avoir un anti-héros et des personnages évoqués, mais absents. Relevez les pronoms personnels, on et nous, ils sont un peu particuliers ceux-là, et demandez-vous qui ils désignent en réalité. Pensez aux tournures impersonnelles du type « il existe, il a fallu ». Les sujets sont absents, cela signifie quelque chose. Au-delà des seuls personnages, repérez tous les pronoms personnels et regardez les sujets des phrases. Est-ce qu'ils sont humains, non humains? Terminez avec les reprises pronominales et les pronoms démonstratifs, les petits mots comme ce, ça, ceci, cela. À quoi se rapportent-ils? Vous allez ainsi découvrir le ou les fils rouges qui parcourent votre passage. Maintenant, troisième grille, l'espace et le temps. Quels sont les temps employés? Vous savez que chaque temps a une valeur précise, c'est ça qui vous permettra de faire des interprétations. Par exemple, le plus que parfait indique qu'on remonte dans le passé. C'est l'idéal pour un flashback, on appelle ça une analepse en littérature. Si vous n'êtes pas sûr de bien les connaître, révisez le cours qui concerne la valeur des temps. Ensuite, repérez la progression du temps d'un paragraphe à l'autre. Est-ce qu'on avance de minute en minute, en temps réel quasiment? Est-ce qu'on saute une année ou deux? Est-ce qu'on revient en arrière? Relevez les petits mots avant, après, pendant, plus tard qui permettent de construire des compléments circonstanciels de temps. Souvent, le temps évolue parallèlement au lieu, c'est pourquoi il est intéressant de les voir ensemble. Mais ce n'est pas la peine d'entrer dans le détail des descriptions pour les lieux. Notez simplement les moments où l'on change de lieu. Quel est le mouvement du regard? Là, imaginez ce que vous feriez si vous deviez porter ce texte à l'écran. Quatrième grille, la syntaxe et le rythme. Le rythme, c'est avant tout la ponctuation. Les phrases de type exclamatif sont un indice de subjectivité, toujours riche de sens. Les phrases de type interrogatif sont soit suivies de réponses, d'hypothèses, soit ce sont des questions rhétoriques, et dans ce cas, la réponse est implicite. Les parenthèses et les tirets longs permettent souvent au narrateur d'exprimer son point de vue personnel, un jugement de valeur.
Les points de suspension expriment une réticence à s'exprimer sur un sujet qui sera justement important ou révélateur. La distribution des virgules et des points est extrêmement révélatrice des intentions du lecteur. Est-ce qu'on a des phrases longues, très longues? Une phrase très courte ponctuellement peut servir à provoquer la peur, la surprise, etc. S'il y a beaucoup de virgules, c'est qu'on a des énumérations. Il faut alors trouver leur logique. Une gradation vers le pire, une structure en miroir, on appelle ça un chiasme. Si vraiment vous ne trouvez pas de logique dans votre énumération, ça signifie encore quelque chose. L'auteur veut créer une impression de désordre ou d'absurdité, comme dans les inventaires à la Prévert par exemple. 5e grille, les verbes. Vous allez faire une lecture rien que pour les verbes. Vous avez 5 types de verbes. Verbes d'action, ces verbes rendent le texte dynamique. Ils peuvent servir à animaliser les personnages ou à les rendre mécaniques. Y a-t-il un décalage entre le sujet et le verbe? Verbe d'état, être, paraître, devenir, etc. Ces verbes vont véhiculer des comparaisons et donc des images intéressantes, peut-être même des symboles. Verbe psychologique, penser, souhaiter, connaître, savoir, etc. Il est important alors de distinguer ce qui est subjectif et ce qui est objectif. Dans quelle mesure les personnages interprètent-ils leur réalité? Verbes de perception maintenant. Ils sont accompagnés d'adjectifs. La vue, ce sont des couleurs, mais aussi des lumières, la transparence. L'ouïe, ce sont des bruits, des musiques, mais aussi une intensité, une fréquence, aiguë, grave. Le toucher, c'est une texture, mais aussi une épaisseur, la sensation de chaud ou de froid. L'odeur est souvent liée au goût. C'est plutôt rare, donc n'hésitez pas à le faire remarquer quand vous les repérez. Les verbes sont souvent accompagnés d'adverbes révélateurs, lentement, joyeusement, etc. Vous pourrez alors les relier et montrer que certaines perceptions sont intenses, certaines actions sont violentes ou au contraire discrètes. 6e grille, les images. Le but de cette lecture, c'est de créer des liens thématiques entre les événements, les personnages, les décors, pour créer un réseau de sens. Le premier type de lien que vous pouvez avoir à travers le texte, ce sont les champs lexicaux, tous les mots qui se rapportent à un même thème. Ne vous arrêtez pas au simple champ lexical, essayez de creuser les mots utilisés. Sont-ils construits sur le même radical? Y a-t-il des sonorités qui reviennent? Est-ce que les mots sont composés, inventés? On peut avoir des néologismes. Vous allez maintenant glisser des noms aux images en regardant comment les choses sont caractérisées. Les adjectifs ont souvent un sens caché. Même s'ils sont très concrets, ils peuvent être mis en relation avec un sens abstrait. Par exemple, la couleur rouge peut symboliser le sang, la guerre ou bien le désir, la culpabilité, etc. Les comparaisons vont faire surgir de nouvelles images. Le secret pour bien les analyser, c'est de se poser la question: quel est véritablement le point commun entre le comparant et le comparé? Est-ce que je peux retrouver cette même idée ailleurs dans le texte? De même, la métaphore va enrichir l'univers du texte. Pour les trouver, il faut imaginer si les éléments dont on parle sont réellement présents dans la scène. Par exemple, dans le Père Goriot, Balzac parle de Paris comme d'un océan. Il ne décrit pas un océan, il n'y a pas d'océan. Il décrit la ville. Nous avons donc une métaphore. Vous pouvez alors commenter le point commun entre le comparant et le comparé. Tous les deux sont si vastes qu'on n'en voit pas les limites. Maintenant, que dire de plus? Comment bien interpréter tous les éléments découverts? Comment faire un plan à partir de toute cette matière première? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Les interprétations possibles. Je vais maintenant classifier toutes les interprétations que vous pouvez faire à partir des indices recueillis. Je les regrouperai en axes de lecture possibles pour la première, la deuxième ou la troisième partie. Dans la première partie, vous allez partir de votre ressenti pour essayer de faire rentrer votre texte dans une catégorie littéraire, genre, type de discours, mouvement littéraire, etc. La deuxième partie va vous permettre d'affiner cette première approche. Vous allez nuancer, briser les idées reçues, montrer les décalages. La troisième partie va tenter de résoudre les questions posées. Quel est le sens du texte? Qu'est-ce que l'auteur veut faire passer comme message? Vous pourrez alors développer tout le sens caché et symbolique du passage. Pour votre première partie, nous allons progresser des questions les plus simples aux plus complexes. D'abord, le propos du texte est-il positif ou négatif? Utilisez un vocabulaire varié. Éloge, blâme, une écriture euphorique, dysphorique, des adjectifs amélioratifs, péjoratifs. Pour aller plus loin, vous pouvez vous centrer sur l'émotion du passage, tristesse, colère, peur du côté négatif, mais joie, rire pour un texte comique, émerveillement, courage du côté positif. Souvent, ces émotions sont liées à des thèmes très simples, la solitude, l'amitié, l'amour, la famille, la nature, la ville, la guerre, etc. Les émotions sont à l'origine des registres littéraires ou tonalités. La tristesse se retrouve dans le pathétique, le lyrisme, le tragique. La peur recoupe le registre fantastique. Il n'y a qu'une dizaine de registres à connaître, merveilleux, réaliste, dramatique, comique, épique, polémique. Chacun obéit à des codes particuliers, je les traiterai dans un autre cours. Au-dessus des registres,
Vous avez les mouvements littéraires à travers les siècles. De même, ils sont en nombre limité. Au XIXe siècle, le réalisme, le naturalisme, le romantisme, le symbolisme. Au XXe siècle, le surréalisme, l'écriture engagée. XVIIe, le classicisme et le baroque. XVIIIe, les Lumières. XVIe siècle, l'humanisme. Chaque mouvement mérite un cours complet. Si votre texte appartient à un mouvement littéraire, mais n'entre pas du tout dans les problématiques du mouvement, ce n'est pas la peine d'insister. Interrogez le type de discours. Est-ce que nous avons un texte narratif, descriptif, explicatif, argumentatif? Ensuite, reliez-les avec le genre. Ce n'est pas la même chose d'avoir une argumentation dans un roman ou dans une comédie, par exemple. Enfin, sachez que vous pouvez mélanger 2 ou 3 ingrédients maximum. Par exemple, cette lettre pathétique offre une réflexion sur l'amour filial. Cela mélange un genre, un registre et un thème. Pour votre deuxième partie, vous allez maintenant rechercher ce qui dépasse la première partie. Vous allez soit mettre en perspective un aspect particulier, soit choisir un sujet en décalage avec la première partie. Première possibilité, mettre en perspective, c'est-à-dire creuser un aspect qui vaut le coup d'être développé et que vous n'avez pas eu le temps d'aborder dans la première partie. Vous pouvez vous concentrer sur l'une de vos grilles de lecture. Ce sera une deuxième partie plus technique, sur les rythmes du texte, l'espace et le temps, les personnages, etc. Le point de vue des personnages est, à mon sens, une perspective privilégiée en littérature. Regardez si l'état d'esprit d'un personnage déteint sur le monde extérieur. Comment entre-t-on dans sa subjectivité? L'intensité maintenant. Ce que vous avez repéré en première partie évolue tout au long du passage. Les émotions peuvent varier en amplitude pour atteindre un paroxysme. Au contraire, certains éléments sont peut-être atténués. Nuancez vos propos sans vous contredire. Utilisez la ponctuation, les euphémismes, les négations, les litotes. Enfin, la perspective culturelle. Appuyez-vous sur vos connaissances personnelles ou sur votre cours. Par exemple, l'écriture romantique peut conduire à la sublimation de la nature ou à l'élaboration de la figure d'un héros romantique. Que faire maintenant si vous rencontrez dans le texte des éléments en décalage ou en contradiction avec votre première partie? Je vous propose 5 hypothèses qui vous mettront sur la voie et vous permettront d'être sûr que vous n'avez pas fait de contresens sur le texte. D'abord, le jeu de contraste. Après avoir traité la partie positive, élogieuse du texte, évitez de traiter uniquement l'aspect négatif. Proposez plutôt une analyse des jeux d'opposition. Vous ferez alors ressortir des systèmes de valeurs. Ensuite, le jeu avec les codes. Vous avez parlé de la dimension romanesque en première partie. Regardez si l'auteur joue avec les codes du genre, les horizons d'attente du lecteur. Ensuite, vous pouvez avoir un mélange des genres, un mélange des types de discours ou des registres littéraires. Développez alors l'idée d'un texte hybride. Le roman utilise des procédés du théâtre. La poésie utilise des faits divers, etc. L'ironie. L'auteur essaye de nous faire comprendre l'inverse de ce qu'il dit. Attention alors de ne pas vous contredire. Montrez bien en première partie que vous n'êtes pas dupe et que vous réservez les effets d'ironie pour la deuxième partie. L'absurdité. Dans certains cas, l'auteur tient en fait un discours sur l'absurdité. Il utilise le non-sens à des fins didactiques ou créatrices. C'est donc un choix esthétique à interpréter comme la manifestation d'un malaise métaphysique, un engagement politique ou l'occasion d'exprimer une fantaisie basée sur l'irrationnel, la folie, le rêve, etc. Pour votre troisième partie, la troisième partie sera amenée naturellement par la deuxième. Elle répond à la problématique, elle donne le sens et la finalité du passage. Au lycée et au bac, vous pouvez traiter cette question dans la deuxième partie et garder un élément d'ouverture pour la conclusion. Je vous propose 6 types d'axes de lecture pour la dernière partie. La thèse de l'auteur. Vous pouvez montrer que l'auteur est engagé, il défend ses idées. Il faudra bien formuler sa thèse. Cela peut passer par une morale ou par un système de valeurs. Montrez les parties ouvertes à la discussion et à l'action. Au contraire, l'auteur dénonce des faits, des idées ou une pensée philosophique. Montrez comment il démonte les arguments adverses. Si vous n'avez pas cet aspect argumentatif avec une thèse ou une dénonciation, vous pouvez vous appuyer sur les métaphores et les images pour révéler le projet de l'auteur. Peut-être que votre passage est une parabole. L'histoire particulière a un sens général, voire métaphysique. Autre possibilité, le passage a un rôle dans l'ensemble de l'ouvrage de l'auteur. Votre troisième partie va donc mettre en évidence la manière dont le passage prépare la suite de l'intrigue. Ou encore, le texte est un manifeste esthétique. Montrez les expérimentations littéraires qui vont jusqu'aux limites de l'écriture. Revenez au fondement esthétique du mouvement littéraire auquel l'auteur appartient. En quoi l'esthétique révèle une vision du monde. Enfin, vous pouvez montrer que le texte offre une réflexion sur l'écriture. Si le théâtre parle de divertissement, de parole, de rôle, c'est qu'il parle de théâtre. Si le roman parle de communication, d'écriture, d'œuvre d'art, c'est qu'il parle aussi du roman. Si la poésie parle de chansons, de musique ou même de silence, c'est qu'elle parle de poésie. Ces différentes idées d'axes de lecture peuvent être mélangées, car souvent, la réflexion sur l'écriture est en même temps une réflexion esthétique. Et en même temps, cette réflexion prépare la suite de l'œuvre, puisqu'elle parle de l'écriture en train de se faire et de choix artistiques. Répartir les indices dans le plan.
Maintenant que vous avez votre plan au brouillon, distribuez les indices que vous avez relevés dans l'une des 3 parties. N'hésitez pas à mettre de côté les idées moins percutantes, qui ne rentrent pas dans votre plan. Vous pouvez utiliser plusieurs méthodes pour répartir vos idées de façon efficace. Utilisez un code couleur directement sur votre feuille de brouillon. Donc vous voyez que ici, j'ai mis des couleurs, vous pouvez souligner, surligner, etc. Si vous avez peu de temps et que vous souhaitez passer rapidement à la rédaction, divisez une feuille en 2 ou en 3 pour y répartir vos indices. Pour un plan complet, prenez 3 feuilles simples, une par partie, et mettez-y les idées avec les numéros de ligne. N'utilisez pas le verso, vous aurez une meilleure vue de votre plan. Dans tous les cas, ne perdez pas du temps à tout recopier, il s'agit juste de faire une répartition rapide des arguments. Le numéro de ligne est plus important que la citation complète. Passons maintenant à la 3e grande partie. Donc comment préparer son introduction. L'introduction se compose de 5 parties. L'accroche, qui est une mise en contexte, la description rapide de l'œuvre, la situation de l'extrait, la problématique et l'annonce du plan. L'accroche. Pour réaliser votre accroche, ce n'est pas la peine de rentrer dans tous les détails de la vie de l'auteur, de son siècle ou du mouvement littéraire auquel il appartient. Choisissez un élément intéressant, simple et unique, qui va vous donner un point d'entrée. Une autre œuvre, du même auteur, en relation ou en contradiction. Par exemple, l'Émile de Rousseau peut aider à introduire certains passages de ses Confessions. Un élément biographique de l'auteur, même si c'est très connu. Pour Victor Hugo, cela peut être la mort de sa fille Léopoldine ou son exil à Jersey. Vous pouvez aussi utiliser un événement historique contemporain. Souvent, les œuvres du XXe siècle sont marquées par les 2 guerres mondiales. Le programme de français est souvent parallèle avec le programme d'histoire. N'hésitez pas à vous en servir. Vous pouvez utiliser un mouvement littéraire ou un genre très précis. Par exemple, pour Zola et le mouvement naturaliste, vous pouvez utiliser la citation célèbre du roman expérimental. Le romancier est fait d'un observateur et d'un expérimentateur. Vous pouvez utiliser un débat philosophique de l'époque. Pour Candide, vous pouvez presque toujours utiliser le débat de Voltaire avec Leibniz sur la question de la providence. Et enfin, vous pouvez mettre en relation avec une autre œuvre d'art, un tableau ou une œuvre musicale de la même époque. Cela peut fonctionner avec Baudelaire, par exemple, qui était critique d'art. Ensuite, faites une description rapide de l'œuvre. Si vous avez du mal à faire un lien avec votre mise en contexte, c'est que vous avez mal choisi votre accroche. Le lien doit être immédiat et évident. Pour reprendre l'exemple de Zola, Zola écrit dans le roman expérimental que le romancier est un observateur et un expérimentateur. On fait la citation. Justement, dans l'Assommoir, il met en scène des personnages plongés dans la misère. Description rapide de l'œuvre. Gervaise, le personnage principal, est une blanchisseuse qui va essayer en vain de sortir de sa condition sociale, mais elle sera rattrapée par la pauvreté et l'alcoolisme. Donc par exemple. Vous pouvez utiliser une phrase simple pour la description rapide de l'œuvre. Voici une structure de phrase que vous pouvez utiliser. Dans cette œuvre, les personnages se trouvent dans telle et telle situation. Les lecteurs sont amenés à découvrir ceci et cela, car l'auteur veut montrer que, etc. Ensuite, faites une situation rapide de l'extrait. La situation de l'extrait est aussi une phrase très simple. Je vous propose par exemple, notre extrait se situe au début, au milieu, à la fin de l'œuvre, du roman, de la pièce de théâtre. Il met en place l'intrigue, il introduit des péripéties, il apporte une résolution ou un dénouement à l'histoire. Maintenant, la problématique. Alors la problématique s'imposera comme une question évidente, liée à la fois à l'accroche, à la nature de l'œuvre et à la situation de l'extrait. La problématique articule 3 choses, le quoi, le comment et le pourquoi. Quoi ? C'est quoi ce texte dont on parle ? Un roman, une argumentation, une pièce comique, tragique, un poème lyrique ? C'est le texte et ses caractéristiques en tant qu'objet. Le genre, le mouvement, la forme. Comment ? Les effets stylistiques, la manière d'écrire, les procédés littéraires, c'est justement ce qu'on analysera dans le développement. La problématique commence d'ailleurs quasiment toujours avec le mot « comment ». Et le pourquoi ? C'est le but de l'auteur, la finalité du texte. Pourquoi avoir écrit un texte comme ça ? Du coup, en gros, la problématique est toujours sur ce modèle. Comment l'auteur a fait pour nous faire comprendre le pourquoi avec le quoi. Voici quelques formulations que vous pourrez réutiliser facilement. Et puis vous pourrez les mélanger. Comment l'auteur nous amène l'idée que, etc., en nous racontant l'histoire de, etc. Comment l'auteur met-il en scène ceci et cela pour nous faire comprendre sa thèse, etc. Comment l'auteur montre-t-il ceci et cela de manière à dénoncer ceci et cela. Comment l'auteur nous invite-t-il à découvrir, etc., à l'aide de telle thématique. Comment l'auteur parvient-il à démontrer cette idée à travers un texte de tel genre ou de telle forme. Comment l'auteur utilise-t-il telle forme de texte pour mieux nous convaincre de telle idée. Comment ce texte, construit de telle manière, amène le lecteur à découvrir ceci et cela. Juste un dernier qui ne commence pas avec le mot « comment » et qui peut être utilisé quand on émet une hypothèse et que notre conclusion sera nuancée.
Dans quelle mesure ce texte, appartenant à tel genre littéraire, illustre-t-il l'idée de l'auteur selon laquelle, etc. Maintenant, l'annonce du plan. Pour annoncer le plan, pas besoin d'inventer des tournures à chaque fois différentes et sophistiquées. Pas besoin d'utiliser des signaux trop lourds comme premièrement, deuxièmement, troisièmement, sauf si votre professeur vous le demande. Pour moi, le plus simple et le plus discret, c'est d'utiliser des tournures de phrases toutes faites. Pour annoncer la première partie, je conseille d'utiliser cette tournure. D'abord, nous allons voir. Cette structure permet d'annoncer qu'on va aborder tout de suite la première partie. On implique directement le correcteur dans notre démarche. Pour annoncer la deuxième partie, voici la tournure que j'utilise. Ensuite, nous verrons que, cette fois, on utilise le futur pour bien affirmer ce qu'on a prévu en deuxième partie. On montre qu'on est sûr de soi et qu'on sait où on va. Pour la troisième partie, on peut être plus discret en utilisant le lien logique « enfin » suivi du « quoi » et du « pourquoi ». Enfin, cette description, cette scène, ce dialogue, donc le « quoi », ce monologue, ce début de roman, ce dénouement, révèle, montre que, illustre, met en scène l'idée que, affirme, confirme, exprime, souligne, met en évidence, met en relief, présente, représente, etc. Je vous laisse utiliser votre dictionnaire de synonymes. La conclusion. Donc je sais qu'on est en train de parler de l'introduction, mais en fait, si vous êtes en devoir sur table, vous allez rédiger votre conclusion dès maintenant. Vous pourrez la recopier à la fin si vous manquez de temps. D'ailleurs, le correcteur ne verra pas qu'il manque une dernière sous-partie si vous lui mettez une conclusion. Pour la conclusion, soyez simple et bref. Tout ce que vous allez dire est évident. Répétez l'annonce du plan de manière un peu différente. Nous avons donc vu que, puis nous sommes allés plus loin en étudiant. Enfin, nous avons montré que. Souvent, on demande aux lycéens et aux étudiants de rédiger une ouverture en conclusion. Ce n'est pas obligatoire. Le mieux, c'est de reformuler l'idée de la troisième partie en montrant qu'elle n'est pas une affirmation dogmatique. Par exemple, pour l'absurdité dans L'étranger de Camus, c'est bien de terminer sur l'idée que l'absurdité du monde donne la liberté de choix aux hommes. Montrer que la position de l'auteur a en fait un but créatif. C'est là le vrai sens de l'ouverture. Maintenant, les conseils de rédaction. Maintenant, vous allez pouvoir passer à la rédaction. Je termine sur quelques conseils. Utilisez toujours des liens logiques pour passer d'un paragraphe à l'autre. D'abord, ensuite, enfin, cependant. N'hésitez pas à aller chercher des listes de mots-liens dans le dictionnaire ou sur Internet pour les réutiliser. Rédigez des transitions pour passer d'une partie à l'autre. Rédigez une ligne ou deux maximum pour faire transition. Nous avons vu que notre passage est un début de roman, mais nous allons voir maintenant que l'auteur joue avec les codes habituellement utilisés dans le genre romanesque. Soignez la mise en page. Sautez une ligne avant et après chaque transition. Cela permettra de mettre en valeur les parties. Dans l'introduction, passez à la ligne avant la problématique et avant l'annonce de chaque partie. Faites des phrases simples, quitte à répéter des groupes de mots. Relisez-vous, quitte à ajouter des ratures au dernier moment. Comme dans un jeu vidéo, chaque erreur éliminée, ce sont des points en plus dans le score final. J'espère que tous ces conseils vous seront utiles. Bon courage!